Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview. Aujourd'hui, je suis avec Marc Moore pour vous parler d'auto-hypnose. Pour rappel, on fait cette petite vidéo pour vous donner des trucs et astuces dans votre prise de parole en public. Bonjour Marc. Bonjour, comment vas-tu Victoria? Bien, merci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'auto-hypnose et de comment gérer son stress. On en parle tout de suite, mais je te propose d'abord de te présenter pour que les gens qui nous regardent sachent un petit peu qui tu es, ce que tu fais. D'accord. Donc, je suis tabacologue et je travaille en hôpital et en privé. Et ma particularité est d'avoir été formé en hypnose ericksonienne. J'ai fait plusieurs formations en hypnose ericksonienne et plus récemment en technique d'activation de conscience qui correspond à ce qu'il y a de plus moderne dans l'hypnose. En fait, les techniques d'activation de conscience sont des techniques qui découlent des découvertes récentes en neurosciences. Et donc, ces chercheurs, au fur et à mesure où ils découvrent des fonctionnements particuliers du cerveau, communiquent cela avec des praticiens en hypnose et au fil du temps, les techniques évoluent. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je fais principalement, c'est de la tabacologie, de la dictologie. J'utilise l'hypnose et l'auto-hypnose dans mes consultations. Je fais également ça en groupe. Et récemment, on a mis en place avec un médecin anesthésiste réanimateur de mon hôpital, qui est aussi passionné d'hypnose, une formation en auto-hypnose, gestion du stress. Et on va débuter bientôt une formation en hypnose qui sera également destinée aux professionnels de la santé. Donc voilà, en quelques mots, mes activités principales, elles tournent un petit peu tout autour de l'hypnose et de l'auto-hypnose, comme tu peux l'entendre. Chouette. Alors, tu es sur Liège, mais je crois savoir que tu fais aussi des séances par vidéoconférence pour pouvoir justement élargir et que n'importe qui puisse te contacter. Oui, donc ça m'est arrivé plusieurs fois de proposer des animations par vidéoconférence sur la gestion du stress. Et donc les outils qui sont utilisés, enfin, que moi je propose, il y en a d'autres, il n'y a pas que ceux-là qui sont valables, mais ceux que je propose, c'est la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque qui, amenant un apaisement physiologique très intéressant, peut facilement déboucher sur des exercices d'auto-hypnose. C'est en général la voie d'entrée que l'on emploie pour aborder l'auto-hypnose. Et donc, Alors, effectivement, j'ai déjà fait par vidéoconférence et j'ai déjà fait ça en présentiel, individuel, collectif, etc. et donc, on parle d'auto-hypnose. Souvent, on voit l'hypnose comme quelque chose quand même d'assez secret qui n'est pas donné à tout le monde. L'auto-hypnose, c'est donné à tout le monde peut faire de l'auto-hypnose sur lui-même. Alors, il faut savoir que les états d'hypnose, ce sont des états qui sont naturels et que l'on vit à peu près 50 fois par jour chacun. Alors, vous pouvez facilement comprendre ce qu'est un état d'hypnose. On peut dire que c'est un peu schématique, mais on peut diagnostiquer un état d'hypnose chez une personne qui vient d'être dans une certaine activité et qui a eu la sensation que le temps passait beaucoup plus rapidement. Donc, un exemple, bien qu'intuitif, je regarde un film ou une série qui me plaît beaucoup et à la fin de la série, je me dis « Waouh, c'est déjà terminé, ça est passé beaucoup trop vite ». Tellement mon attention était captée par ce film. Eh bien, ça, c'est un diagnostic d'hypnose. Donc, à partir du moment où on a connu cet état où on a l'impression que le temps passe beaucoup plus rapidement que ce qu'il n'est passé en réalité, on vient de connaître un état d'hypnose. Alors, évidemment, ces états-là, tout le monde peut comprendre que c'est tout à fait naturel, mais il existe un certain nombre de techniques qui permettent d'accéder à ces états de façon plus systématique et de pouvoir utiliser les effets favorables que cela procure. Donc, par exemple, ça peut arriver à quelqu'un, par exemple un étudiant ou un sportif, d'être particulièrement pris dans le cours qu'il est en train de faire, ou le sportif particulièrement passionné et dans un jour où tout va bien dans son match. Et donc, ce sont des états hypnotiques qui existent pour cette personne. Et donc, on peut, par des techniques, amener chaque personne à rentrer dans cet état particulier où tu comprends aussi tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un seul état, mais il y a des états d'hypnose. Donc, tous les états dans lesquels on va être particulièrement concentré, passionné, sont des états d'hypnose.
Et ça peut être extrêmement dynamique. On parle d'un sportif de haut niveau. Hein. Justine Hénin, elle a utilisé l'auto-hypnose au moment où elle était au plus haut niveau mondial. Mais on peut parler aussi d'auto-hypnose pour une personne qui, par exemple, se sentirait beaucoup trop stressée et qui aurait besoin de trouver des outils qui correspondent plutôt à des états dans lesquels elle se sent particulièrement calme et dans une situation de fonctionnement optimal. Donc l'hypnose, c'est accessible à tout le monde. Maintenant, il faut avoir envie de le faire et il faut un peu apprendre à le faire. Mais ça n'a absolument rien à voir avec de l'ésotérisme, même si, quand on voit certaines personnes qui pratiquent l'hypnose, on peut parfois avoir affaire, on a même ça parfois nous-mêmes, hein, on a parfois des situations qui sont parfois très spectaculaires. Voilà. Oui, Mais la majorité... Pardon? Non, vas-y, t'as fini. Donc, je veux dire qu'en général, ça correspond simplement à des états émotionnels, des états de concentration particuliers que les personnes peuvent vivre. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir comme idée de l'hypnose. Un état d'hypnose, c'est un état d'hyper-concentration, d'hyper-focalisation, où la personne est complètement impliquée dans ce qu'elle est en train de faire et qui va lui permettre, quand c'est un état très favorable, de pouvoir faire les choses avec plus de performance. Alors, si on parle de l'auto-hypnose, par exemple, pour une personne qui est en train de parler en public, eh bien, on peut facilement imaginer que cette personne-là, devant 50 personnes, va se dire oui, mais ils vont penser quoi si je fais une erreur, etc. Et donc, elle va commencer à se focaliser, se concentrer sur les problématiques et les choses qu'elle ne va pas bien faire. Autrement dit, elle va faire de l'hypnose, mais à l'envers. D'accord? Si au contraire, cette personne, quand elle explique à quelqu'un de sa famille, par exemple, quelque chose sur un sujet qu'elle connaît bien, comme un enfant, etc., eh bien, elle est dans un autre état de concentration, un autre état hypnotique. Et si dans ce moment-là, par exemple, elle est tout à fait sereine, claire et a une très belle façon de s'exprimer et faire comprendre les choses à la personne à laquelle elle explique cela, eh bien, elle est dans un autre état hypnotique. Donc, l'astuce avec l'auto-hypnose, ça va être de se dire comment je vais retrouver cet état, comment je vais pouvoir me sentir dans cet état, comme quand j'explique en étant très à l'aise quelque chose à quelqu'un dans une situation particulière. Je te donne un exemple. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de musique, et donc à une époque, il y avait un début, je suis guitariste, enfin j'étais, je ne sais plus, et il y avait un début de concert sur lequel je commençais directement par un chorus, il y avait une espèce de solo de guitare un peu compliqué, que je jouais parfaitement bien quand j'étais dans ma chambre en train de travailler, mais quand c'était le début de concert, il y avait quelques centaines de personnes devant moi, de voir démarrer le concert, les flèches, la lumière, le boucan, etc. On est complètement déstabilisé. Et donc, je tapais à côté, quoi. Donc, je ne jouais pas bien ce truc-là, alors que je le maîtrisais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, j'apprenais l'hypnose. Et donc, dans un exercice, on m'a dit, tu voudrais travailler quoi? Et donc, il y a ça qui est venu comme idée. Et donc, l'idée, ça a été de me concentrer sur la façon dont je fonctionnais lorsque je jouais ce morceau, lorsque j'étais bien calme et peinard dans ma chambre et où tout se passait bien. Et donc, l'idée, ça a été de pouvoir trouver un truc qu'on appelle un ancrage en hypnose pour rappeler cet état émotionnel particulier dans lequel j'arrivais à contrôler mes muscles de façon correcte et mes émotions également. Et donc, ça a très, très bien marché parce que les concerts suivants, j'arrivais sur scène, j'étais dans ma chambre pour commencer, je ne pensais pas que j'avais des gens devant moi. Tu vois. Donc, voilà, par exemple, le genre d'outils que l'on peut utiliser et qu'amène l'hypnose et l'auto-hypnose. Et je le répète, ce sont des phénomènes uniquement naturels que tout le monde connaît, mais qu'il faut apprendre un peu à maîtriser. Voilà. C'est ça. Et tu vas nous en parler par la suite, je suppose, mais moi, j'ai fait de la sophrologie dynamique et au final, on est un petit peu dans la même. Je pense qu'on arrive au même stade, mais pas par la même méthode. Parce que nous, c'était ça aussi. Moi, j'en parle dans mes coachings, je parle aussi d'ancrage fatalement et moi, j'appelle ça plutôt la conceptualisation. Mais c'est plutôt se mettre dans un état positif ou négatif en fonction de la situation et pouvoir se dire qu'est-ce que tu ressens exactement dans ton corps à ce moment-là pour pouvoir le transposer à un autre moment.
Donc, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ce que tu décris, c'est exactement ce que je te décris aussi. C'est que tu as mis d'autres mots et il y a d'autres approches. Alors, moi, je ne suis pas du tout un fanatique ni sectaire par rapport à ce que je fais. Et je pense que c'est très intéressant d'être ouvert. Et c'est comme ça que, également, la cohérence cardiaque, donc l'apaisement physiologique, hein, vous savez, quand on fait un exercice de cohérence cardiaque, au bout de 3 minutes, on commence à avoir une diminution de 20% d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone de stress qui est délétère si elle est présente trop longtemps dans l'organisme. Il y a un doublement de l'hormone anti-vieillissement. Il y a également la sécrétion d'un peptide cardiaque qui provoque une diminution de la pression artérielle. Alors, rien qu'en respirant à ce rythme particulier, on arrive à avoir un effet physiologique apaisant. Donc, c'est bien évident que ce serait dommage de se priver de quelque chose d'aussi simple qui ne nécessite dans ce cas-là aucune intellectualisation, hein, parce qu'apprendre à faire l'auto-hypnose, ben, ça nécessite quand même une certaine technique. Il y a quand même ce truc assez compliqué, c'est qu'il y a une partie de soi qui est consciente, qui parle à une autre partie de soi qui est inconsciente, qui doit retrouver un état émotionnel particulier. Et donc, il y a un côté un peu schizophrène, souvent au début, pour les personnes qui pratiquent l'auto-hypnose, en disant « Ouais, mais est-ce que je me parle bien? Est-ce que je dois me dire tu? Est-ce que je dois me dire vous? Est-ce que je dois être plus général ?» et ce genre de choses. Et donc, ça s'apprend, ça nécessite l'apprentissage d'une technique et de s'exercer, ce qui n'est pas nécessairement infaisable, mais qui demande du temps. Tandis que la cohérence cardiaque, rien qu'en respirant, on arrive à un certain apaisement. Donc, pour moi, la cohérence cardiaque est vraiment une très belle voie d'entrée pour faire ce type d'exercice. Alors, pour en revenir aux différentes techniques, que ce soit la méditation, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'hypnose, ou il y a même des personnes qui se trouvent très bien par rapport au yoga, je pense que tout ça est excellent. Le tout, c'est de voir quelle est la sensibilité de chaque personne, d'une part, et d'autre part, de la personne qui l'invite et qui lui fait découvrir cette technique. Et c'est peut-être même pas uniquement une question de personne, c'est important évidemment d'avoir du feeling avec la personne qui va permettre de l'initiation, mais simplement, parfois, le déclic ne vient pas à un moment, et puis c'est avec une autre personne et une autre technique où le déclic se fait, et là on se dit, waouh, la technique est géniale. En fait, toutes les techniques sont intéressantes. Moi, j'aurais tendance à dire, comme j'ai une formation scientifique, je me sens bien rassuré à partir du moment où j'ai un rationnel, où j'ai des explications avec des variations d'hormones, des fonctionnements cérébraux, des renforcements de connexions entre neurones, etc., qui vont sous-tendre les séances, même si les séances n'ont rien à voir spécifiquement avec de la neurophysiologie ou des phénomènes physiologiques hormonaux, peu importe. J'aime bien qu'il y ait une référence un rationnel. Mais ce n'est pas pour ça, ça c'est ma sensibilité, c'est pas pour ça que d'autres approches qui n'ont pas encore été mises en lumière, ou on n'a pas encore pu donner des explications scientifiques de leur fonctionnement, ne sont pas valables. Je pense qu'il faut rester ouvert. Ça, c'est peut-être un des problèmes souvent qu'on a à un certain niveau chez certaines personnes dans la médecine moderne, c'est que tant qu'il n'y a pas les preuves, ils ne veulent pas avancer. Et parfois, ils se bloquent à cause de ça. Et c'est bien après, quand on s'est dit qu'il y a cette technique, on l'a beaucoup utilisée, elle a fait ses preuves, etc. Et on vient de découvrir que tout compte fait, il y avait un rationnel scientifique qui montre que c'est tout à fait intéressant d'utiliser. Ce qui est totalement le cas de l'hypnose, puisque il faut savoir que ça fait 30 ans qu'il y a des études et des publications scientifiques qui montrent que le cerveau fonctionne d'une façon particulière dans des états d'hypnose. Je vais vous en parler aussi, si vous voulez, un moment. Clairement. Et ici, moi, c'est quelque chose que je voulais mettre en lumière ici. Le but ici n'est pas de faire la promotion de, même si je trouve ça très chouette à certains moments, mais de spectacles d'hypnose comme on peut voir un mercenaire qui fait faire n'importe quoi à n'importe qui, mais plutôt de pleine conscience et par l'hypnose et de pouvoir régler certains soucis par l'hypnose. Oui. Mais tu parlais de cohérence cardiaque. Moi, je le pratique, mais tout le monde ne connaît pas nécessairement. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est exactement? Oui, alors pour l'anecdote, hein, cet après-midi, j'ai donné trois séances d'initiation à la cohérence cardiaque. Et dans la dernière séance, il y a une cardiologue de l'hôpital qui est arrivée.
Et elle m'a dit, il y a des patients qui me demandent ce que c'est la cohérence cardiaque. Et moi, en tant que cardiologue, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et donc, bon, je n'étais pas plus sûr de moi que ça. Et donc, je suis parti sur les explications que j'avais à lui donner. Et elle a trouvé ça vraiment très, très intéressant. Donc, je vous explique ce qu'est la cohérence cardiaque. Il faut comprendre que quand on inspire, le cœur accélère. Et ça correspond à une stimulation du système nerveux qu'on appelle orthosympathique. Le système nerveux orthosympathique, c'est le système nerveux qui prépare à la fuite ou au combat. D'accord? Donc, c'est l'antilope qui est dans la savane. Elle voit le lion qui arrive sur elle et elle a besoin de son système orthosympathique. Elle respire un grand coup, elle se met à courir et elle a plein d'hormones, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol qui vont lui permettre d'activer son système musculaire pour fuir et échapper au lion. D'accord? Ça, c'est le système orthosympathique. C'est ce qui arrive quand on inspire. Lorsque l'on expire, lorsque l'on souffle, eh bien, le cœur ralentit et ça correspond à une stimulation de l'autre partie du système nerveux central qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le système qui apaise. On a besoin du système nerveux parasympathique pour s'endormir. Si on était tout le temps stimulé en orthosympathique, on n'arriverait pas à dormir. D'accord? Et donc, il y a toujours un équilibre entre ces deux systèmes. Comme je vous l'ai dit, inspirer fait accélérer le cœur, expirer fait ralentir le cœur. Et lorsque l'on se met à faire accélérer et ralentir le cœur à un rythme particulier qui est de 6 par minute, eh bien, on peut le voir hein, quand on a des modules qui sont faits pour ça, de cohérence cardiaque, on voit vraiment de très jolies courbes où le cœur accélère, ralentit, et il se met dans un état qu'on appelle de cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque va être d'autant plus rapidement mise en place que l'on est un peu entraîné et que l'on respecte bien ce rythme, car il correspond à un rythme qui influence le cœur plus particulièrement parce que ça correspond à sa fréquence de résonance. On ne va peut-être pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui compte, c'est que lorsque l'on respire en 6 par minute, pendant 3 minutes, le cœur se met dans cet état de cohérence cardiaque. Et qu'est-ce qui arrive dans cet état de cohérence cardiaque? Eh bien, on a une diminution d'à peu près 23-25% du cortisol, qui est une hormone de stress. On a la sécrétion d'un peptide cardiaque qui provoque une diminution de la pression artérielle. Donc, quand on a besoin de fuir, il faut une haute pression artérielle. Quand on s'endort, on a une chute de la pression artérielle. Donc, ça correspond à une détente artérielle et une détente globale de l'organisme. Et encore d'autres phénomènes que j'ai cités, mais je vous le redis. Il y a une augmentation de la DHEA. La DHEA, c'est l'hormone anti-vieillissement, hein, c'est l'hormone de jouvence. Et il y a également un doublement des immunoglobulines A. Alors ça, écoutez bien, les immunoglobulines A, ce sont des substances, des immunoglobulines qui vont se placer au niveau de la muqueuse nasale, au niveau de la muqueuse nasopharyngée, et qui vont, en cas d'agression respiratoire, par un virus, je ne suis pas du tout sûr que vous imaginiez de quoi je peux parler, et à partir du moment où il y a beaucoup d'immunoglobulines A, eh bien, on peut penser que une bonne partie des agresseurs, virus, bactéries, etc., vont être éliminés même avant de pouvoir infecter la personne. Donc, la cohérence cardiaque, potentiellement, ça peut protéger contre les infections respiratoires, en plus de l'effet apaisant que cela provoque. Et lorsque quelqu'un pratique la cohérence cardiaque pendant 3 à 5 minutes, eh bien, il ressent cet apaisement physiologique, et on se sent plus calme. Les signes d'ailleurs qu'on a très souvent quand quelqu'un se met en cohérence cardiaque, c'est qu'il se met à bâiller, ce qui correspond bien à une stimulation parasympathique. Et il peut comme cela utiliser aussi cet état de façon favorable parce que c'est déjà en soi une préinduction hypnotique. Alors, c'est intéressant la préinduction. Enfin, préinduction, je viens d'inventer le mot à la seconde, ça n'existe nulle part. Disons, le fait de rentrer en hypnose, l'induction hypnotique, eh bien, c'est quelque chose qui tracasse les gens. Moi, j'ai souvent des gens qui arrivent à la consultation, vous pensez que je suis réceptif ou que je ne suis pas réceptif. Et donc, la première chose que je fais, de la cohérence cardiaque, je leur apprends un exercice simple d'auto-hypnose. Et plus ils vont s'entraîner à ça, et plus ils vont facilement rentrer et pouvoir utiliser cet état d'hypnose à travers déjà un exercice d'auto-hypnose qui peut être très simple lorsqu'il est amené par la cohérence cardiaque. Voilà. Est-ce que c'était clair ça? Pour moi, très, je suppose que ça l'est, oui.
Mais je voulais justement rebondir là-dessus et te demander, tu dis quand on s'exerce, il faut le faire plus ou moins tous les combien de temps et aussi voir, bah, moi ici c'est vraiment aussi dans le cadre prise de parole en public. Est-ce qu'on peut dire on fait ça avant une prise de parole pour être bien relâché ou est-ce qu'on va l'être trop parce que tu parlais de bâillement et ce genre de choses ou est-ce que, voilà, voir un petit peu comment toi tu le placerais dans le cadre prise de parole et à quelle fréquence il faut le faire pour être vraiment à l'aise avec ça. Ok, alors, je vous donne mon avis, hein. Il n'y a pas d'étude qui dit c'est absolument comme ça, mais je vous donne mon avis. Sachez que, par exemple, certaines troupes militaires sont formées à la cohérence cardiaque. Et notamment en Belgique et en France, les pilotes de chasse, donc les pilotes d'avion, sont formés à la cohérence cardiaque. Évidemment, quand ils rentrent dans leurs avions, ils y vont pour des missions extrêmement stressantes. Ce sont des gens qui ont des réflexes au-dessus de la moyenne et donc tout doit se passer à très très grande vitesse. Le problème, c'est que si le niveau de stress, le niveau d'hormones de stress est trop élevé, eh bien, ils vont être maladroits et ils vont être un peu empressés. Et donc, ces gens-là, la plupart du temps, lorsqu'il y a une mission un peu stressante, la première chose qu'il faut en rentrant dans leur avion, c'est un exercice de cohérence cardiaque. Ils sont formés à ça, ils rentrent très vite en cohérence cardiaque. Ça leur permet d'avoir un bien meilleur contrôle au niveau des muscles. Lorsque l'on parle, on exerce également des muscles, hein, les muscles déjà dans le monde corporel, mais également dans le monde, vous avez compris ce que je veux dire, mais également les muscles du larynx, les cordes vocales, etc. Et donc oui, à mon sens, évidemment, si on se sent stressé, et c'est normal d'avoir le trac avant une prestation. Il y a ça aussi qu'il faut se dire, parce qu'il y a parfois des gens qui se disent je vais arriver là comme un zombie et tout va être super calme et totalement zen. C'est une erreur. C'est intéressant d'avoir un peu le trac parce que ça active aussi tout un système au niveau du cerveau qui permet d'être particulièrement attentif et de permettre aux idées d'arriver plus vite. Donc il faut un certain trac, mais il faut qu'il ne soit pas à un niveau trop élevé. Et donc la cohérence cardiaque, à tous les coups, je le conseillerais lorsqu'il faut prendre la parole en public. En tout cas, moi, je le fais. Lorsque je vais quelque part, avec une conférence, je fais de la cohérence cardiaque dans ma voiture. Et à quelle fréquence il faut le faire pour être à l'aise au moment où on va prendre la parole? Parce que ça, ici, moi, je m'adresse quand même à des personnes qui peuvent prendre la parole aussi bien devant un public que devant un conseil d'administration ou pour un entretien d'embauche. Il faut s'exercer où on se dit c'est la première fois que je fais de la cohérence cardiaque, ça va fonctionner. Alors, il y a un médecin, David O'Hare, qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Il y a notamment un bouquin qui s'appelle Cohérence cardiaque 3-6-5. Alors, pourquoi 3-6-5? C'est le 3, c'est 3 fois par jour. 6, c'est la fréquence le nombre de respirations par minute. Et 5, c'est pendant 5 minutes. Donc, faire de la cohérence cardiaque 3 fois 5 minutes par jour. Et je crois qu'il mettait en avant les résultats d'une étude qui montre que lorsque l'on fait 3 fois 5 minutes par jour de cohérence cardiaque, au bout d'une quinzaine de jours, l'état de cohérence cardiaque serait un peu plus constant. Alors moi, je pense que en dehors de ça, il faut faire de la cohérence cardiaque le plus souvent possible. La problématique de la cohérence cardiaque, c'est qu'il faut créer un automatisme. Quand on fait une démonstration de cohérence cardiaque avec des personnes, tout le monde dit waouh, on voit le cœur qui accélère, qui ralentit, on se sent plus calme, etc. Et tout le monde trouve ça formidable. Mais le problème, c'est qu'après, quand on rentre dans le quotidien, eh bien, on a tendance à ne pas à l'oublier. Et donc, en début, dans l'apprentissage, moi, je conseille, dans mon cas, c'est souvent des fumeurs hein, ou des personnes stressées, de faire ça 3 fois 5 minutes, 3 fois 5 minutes par jour. Maintenant, à partir du moment où il y a une situation particulière, stressante ou ce genre de choses, eh bien, c'est très intéressant de faire la cohérence cardiaque au moment même. Donc, ça veut dire, s'imaginez que deux personnes dialoguent pendant un exposé, pendant que l'autre parle, si je me sens stressé, ben, je vais respirer en cohérence cardiaque, il n'y a personne qui le voit. Donc, j'aurais tendance à dire, on peut user et en abuser parce qu'il n'y a aucun effet secondaire. Donc, pour moi, c'est le plus possible pour s'y habituer, pour pouvoir mettre les choses en place 3 fois 5 minutes par jour. Et au moment où on est dans une situation qui va être plus sollicitante au niveau nerveux, bah, le faire avant. Et si on a l'occasion, le faire pendant. Par exemple, la personne présente au conseil d'administration, au moment où elle n'a pas la parole, c'est un très bon moment pour faire de la cohérence cardiaque, par exemple. Voilà.
clairement. Et alors moi, ce que je donne aussi comme conseil, mais dis-moi si tu me suis ou pas, mais c'est de dire, plus vous y serez habitué, plus ça deviendra automatique, et donc plus vous pourrez vous concentrer sur autre chose. Parce que si on doit se concentrer sur la cohérence cardiaque parce qu'on l'a fait que depuis une semaine, alors qu'on est en moment de prise de parole, on n'a pas la concentration assez pour écouter l'autre. Et du coup, Super. après, ça devient des automatismes. Et moi, je dis, plus on a des automatismes, plus on peut se concentrer sur l'inattendu, sur ce que l'autre dit et ce genre de choses. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, oui. Voilà. S'entraîner au Et, préalable. et il n'y a pas que pour la prise de parole en public. Moi, je vous avoue que je connais en fait la cohérence cardiaque parce que j'ai fait ça en préparation pour mon accouchement. Et ça fonctionne hyper bien, même aussi sur la douleur. Donc, enfin voilà, petit aparté, mais moi, j'ai vraiment appris tout ça à ce moment-là et ça permet vraiment un état. Et c'est là aussi que j'ai appris un peu l'auto-hypnose parce que j'ai vraiment vu l'état second où le conscient parlait à l'inconscient et où je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, même au niveau de la prise de parole. Oui, c'est très bien. Il y a encore un autre domaine où la cohérence cardiaque est particulièrement intéressante, c'est dans l'alimentation. En fait, comme ça diminue les hormones de stress, ça diminue également l'impulsivité. Et donc, c'est intéressant de faire de la cohérence cardiaque avant de s'alimenter pour des personnes qui auraient tendance à manger plus au moment où ils sont stressés. Donc voilà, dernier point par rapport à ça, mais tout à fait d'accord avec toi. Le plus possible et avoir automatisé, de façon à pouvoir être libre de penser à autre chose au moment où on démarre. Très, très bien. Et pour les personnes qui ne seraient pas claires, moi j'utilisais je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a une application sur le téléphone qui permet justement de voir une bulle qui monte et qui descend. Je ne sais pas si ça te parle ou si c'est quelque chose que tu trouves pas Tu top. parles probablement de Respirelax Plus. Hein. Ouais. Donc, ça, il faut faire savoir aux personnes. D'une façon générale, pour tous les smartphones, il y a une application gratuite qui s'appelle Respirelax Plus. D'accord. Et elle permet, donc c'est une bulle, on respire au rythme d'une bulle qui monte ou qui descend. Et quand on va dans les réglages de Respirelax Plus, on peut, au lieu de respirer en 5-5, ce qui correspond à la respiration équilibrée, on peut choisir également une respiration en 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Donc, on expire plus longtemps, donc on se calme de façon un peu plus importante par la stimulation du système parasympathique. Et là, il suffit dans cette application-là de pousser sur la petite option qui s'appelle relaxant. Et donc, on peut faire la cohérence cardiaque 5-5, ça marche déjà très très bien, mais on peut également le mettre sur la modalité relaxante. Et pour ceux qui ont des iPhones, il y a une application qui s'appelle le Relax. Et là, c'est une petite bulle rose qui se dilate et qui se rétrécit au rythme de la respiration. Et un truc très sympa avec Relax, c'est qu'on sait choisir le son. Et donc, on peut mettre le son d'océan en fond, ce qu'il n'y a pas dans le Respirelax. Et donc, il n'y a pas que celle-là qui existe. Maintenant, il y a des montres qui permettent directement de faire de la cohérence cardiaque. Mais ces deux applications-là, Respirelax et Relax pour iPhone, sont vraiment très intéressants. Moi, je les préconise à tout le monde. Voilà. Super. Alors, on a parlé de la cohérence cardiaque. Est-ce qu'il y a une autre astuce que tu nous partagerais pour qu'on saurait mettre en place relativement facilement ou initier en tout cas déjà en tant que stressé de la prise de parole? Oui. Alors, j'en reviens à ce que j'avais dit au début. L'hypnose, c'est une hyperfocalisation. Si je me focalise sur les problèmes éventuels que je vais pouvoir rencontrer pendant ma prise de parole, le cardiologue qui arrive tout à l'heure, qui va me poser des questions compliquées, je ne suis pas cardiologue, je ne vais pas m'en sortir. Si je me focalise là-dessus, je me mets dans un état de stress qui peut aller jusqu'à me déstabiliser. Quand il y a un fort stress, eh bien, on devient idiot parce qu'il y a certains noyaux au niveau cérébral qui dysfonctionnent. Donc, on connaît ça, une forte émotion, et on n'est pas capable d'avoir la bonne réaction à ce moment. Et donc, ça, c'est l'hyperfocalisation, l'hypnose qu'il ne faut pas faire. Et donc, l'hypnose qu'il faut faire, c'est celle qui va correspondre au moment où on est le plus calme. Et donc, un exercice qu'on peut faire, par exemple, avec la cohérence cardiaque, et commencer avec la cohérence cardiaque, c'est après se dire dans quel endroit je suis le plus détendu, le plus relax. Soit cet endroit, je le connais, soit cet endroit, je peux l'imaginer. Et faisant son exercice de cohérence cardiaque, je commence à travailler sur cet endroit. Et là, je vous donne un grand secret de l'hypnose, ne le dites à personne. En fait,
pour favoriser l'état d'hypnose, il faut faire ce que l'on appelle une spirale sensorielle. C'est-à-dire ce qui fait se détendre encore de façon plus importante, c'est d'utiliser successivement tous les sens. Donc, notamment le sens visuel. Donc, si je suis en train de penser à l'endroit dans lequel je suis particulièrement bien, bon, ça arrive souvent chez les personnes, vous n'allez pas être étonné, c'est au bord d'une plage. Et là, au bord de la plage, moi, je vais m'intéresser à observer ce que je vois de la plage. Est-ce que je vois l'eau, est-ce que je vois le sable, est-ce que je vois le soleil, etc. Donc, on fait appel à des notions visuelles. Et quand on fait l'inventaire de l'ensemble des notions visuelles, on sature le sens visuel. Juste après, intéressant de se dire, qu'est-ce que mon corps ressent? Je fais appel à un autre sens, le sens kinesthésique. Je ressens peut-être la sensation du soleil sur la peau, peut-être un souffle de vent, peut-être le sable parce que j'ai les pieds ou les mains dans le sable ou ce genre de choses. Et puis ensuite, je vais utiliser un autre sens, qui est le sens auditif. Est-ce que j'entends les vagues? Quel bruit font-elles? Est-ce que j'entends ma respiration? Et comme cela, en utilisant successivement l'ensemble des sens visuels, kinesthésiques, auditifs, visuels, kinesthésiques, auditifs, et puis peut-être à un moment donné, il y a peut-être une odeur particulière d'iode sur cette plage, etc., eh bien, on rentre d'autant plus facilement dans cet état de relaxation et on se connecte d'autant plus facilement à toutes les sensations. Voilà. Et en gros, ça, c'est une des caractéristiques de l'hypnose qui a été découverte par Milton Erickson. Cette façon de fonctionner, c'est en réalité, on ne fait que saturer les sens. On sature les sens visuels, les sens kinesthésiques, le sens olfactif, etc. Et puis, on recommence. Voilà. Et donc, ça, c'est un des grands secrets de l'hypnose. C'est qu'une fois qu'on maîtrise ça, eh bien, on rentre beaucoup plus facilement dans l'hypnose. Cohérence cardiaque, endroit dans lequel on est super bien, super à l'aise et créer une spirale sensorielle sur cet endroit. Voilà, vous savez tout l'hypnose. C'est super. C'est chouette parce que moi, je me rends compte que en fait, je fais une initiation à l'auto-hypnose sans le savoir avec mes coachés parce que je leur parle de ça en d'autres termes, mais je leur parle bien de ça. Et aussi, ce que je voulais dire, tu vas sûrement me retourner là-dessus, mais ça paraît compliqué de base parce que pour des gens, il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout dans l'imaginaire. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais en plus de ça, je ne suis pas inventif, donc je ne sais pas quand je dois improviser, j'ai du mal. Alors, les gens, au départ, c'est compliqué, mais une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, tout ce qu'on a déjà mis en place revient très facilement et puis on resature encore plus, j'ai envie de dire, parce qu'on ajoute des choses et on ajoute des choses et puis au final, après, il suffit d'une fraction de seconde. Enfin, moi, mon image de Léla, quand tu en parlais, elle était là. Je n'avais pas besoin d'y réfléchir pendant 10 ans parce que c'était là. Et donc, c'est aussi tout du travail à faire qui permet après de se mettre en situation. Et donc, tu as raison de souligner ça. Moi, j'aime bien dire que l'hypnose, c'est comme apprendre à rouler à vélo. Au début, on est un peu maladroit, on a peur de tomber, etc. Et puis, à un moment donné, quand on dit tiens, j'arrive à avancer, ça devient de plus en plus agréable. Et plus on s'entraîne, et plus c'est quelque chose qui devient fluide et agréable. Et c'est une chose très, très importante, c'est de pouvoir prendre du plaisir à ce genre de choses. D'ailleurs, c'est peut-être encore un autre conseil que je donnerais pour les gens qui voudraient pratiquer l'hypnose et l'auto-hypnose. Si quelqu'un vous accompagne dans une séance, évidemment, ce qui est plus facile au début, c'est ne vous dites pas est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai bien fait, non, ah non, ça, il m'a dit ça, mais je n'ai pas fait, etc. Là, c'est le meilleur moyen de sortir. D'accord? Ce qu'il faut faire, idéalement, c'est de se dire c'est un moment que je prends pour moi, j'ai confiance à la personne qui m'accompagne. Si c'est de l'auto-hypnose, bah, j'espère que j'ai confiance en moi-même par rapport à ça, comme un minimum. Et après, profiter de ce qui arrive. Et il y a une caractéristique de l'hypnose qui n'est aujourd'hui plus totalement validée au niveau scientifique. On ne peut plus en parler comme ça au niveau scientifique, mais au niveau intuitif, ça fonctionne bien pour donner l'explication. C'est le pouvoir de l'inconscient. D'accord? Donc, en hypnose, on dit 5% de ce qu'on fait est contrôlé par le conscient et 95% ou 90%, la grande majorité de ce qu'on fait est inconscient. Étonné, ben oui, pendant qu'on discute, on a tous le cœur qui bat, notre température, elle reste aux environs de 37 degrés, enfin, sauf ceux qui sont malades d'une grippe, ce genre de choses. Et ben, si on est malade d'une grippe, ben, l'organisme lutte et on n'a rien à faire pour ça. Ça se fait de façon naturelle, donc c'est l'inconscient. Et de la même façon,
on a accumulé pendant des années des façons de réagir, des façons de comprendre. Une autre personne que toi va prendre ce que je suis en train de raconter avec tout à fait une autre approche que toi, parce que bah, toi, c'est ton approche avec ton passé, et en plus de ça, quand tu fais des parallèles par rapport à ce que tu fais en coaching, etc., et donc tu as une attention particulière par rapport à ça qui sera différente d'une personne. Et ça, c'est la conscience qui le fait. D'accord? Et donc, à partir du moment où on travaille avec l'inconscient, ce qui est intéressant, c'est de s'amuser avec l'inconscient. Et donc, quand on est en train de se faire une séance d'auto-hypnose, à un moment donné, on peut se dire, par exemple, voilà, je vais souffler, et en soufflant, j'imagine que je vais faire partir quelque chose dont je n'ai plus besoin. D'accord? Alors, si on a écrit sur un bout de papier au conscient, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on suit complètement. Par contre, on peut très bien s'amuser à se dire, ben voilà, maintenant dans ma séance, une fois que je vais être un peu relax, je serai sur ma plage, là, je serai vraiment bien, ou dans l'endroit dans lequel tu es toi, pour toi, eh bien, au moment où tu expires, eh bien, tu laisses partir ce qui vient et s'amuser à voir ce que la partie inconsciente de toi laisse sortir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on fait confiance à son inconscient, où on laisse un petit peu fonctionner sa spontanéité, ben, l'hypnose devient tout de suite plus efficace. Donc, est-ce que je fais bien? Est-ce que il faut oublier, il faut dire juste, je profite de ma séance, qu'elle soit réalisée par quelqu'un qui m'accompagne ou qu'elle soit réalisée par moi-même parce que j'ai appris l'auto-hypnose. Donc, lâchez-vous, lâchez votre inconscient. Et moi, je trouve quelque chose d'intéressant, et ce sera peut-être le mot de la fin si tu estimes qu'on a fait le tour, mais c'est aussi faites-vous confiance. Parce que ici, j'entends que tu parles de confiance, moi, c'est aussi quelque chose que je dis, c'est tout le monde a les ressources nécessaires en lui, et parfois, c'est juste une question de déclic et une question de confiance, et si on se fait confiance, on arrive à faire plein de choses. Et je pense que l'auto-hypnose, c'est ça aussi. À un moment donné, si on ne se fait pas confiance, ben, on n'arrivera pas à se mettre en état d'auto-hypnose parce qu'on va toujours avoir des questions qui viennent polluer son inconscient. Ben, voilà, je pense que là, nos deux métiers se rejoignent, où on, où on peut dire aux gens, à un moment donné, vous avez ça en vous, faites-vous confiance, et du coup, ça va vous amener d'autres choses. Et Oui. je trouve ça intéressant de le souligner. Juste si je peux rebondir sur ce que tu dis. Donc, à l'Institut Milton Erickson à Liège, c'est un psychiatre qui donne cours, Paul-Henri Mambourg. Et quand quelqu'un lui dit j'ai pas confiance en moi, il dit ah bon, ok. Donc, quand vous marchez, vous avez peur que votre jambe gauche ne passe pas devant votre jambe droite et que votre pied ne se mette pas au bon endroit. La personne, évidemment, se rend compte que tout compte fait. Ben oui, elle est tout à fait capable de marcher. Il dit, vous avez confiance en vous pour marcher. Oui. Pourtant, un bébé, ça lui prend des mois d'apprentissage de la marche. Donc, ce que vous faites, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui fait intervenir des tas de centres nerveux, des tas de muscles, etc. Vous avez quand même confiance en vous. Oui, ok. Est-ce que vous avez confiance en vous si vous préparez un café le matin? Oui, il y a quand même toute une coordination. Il a fallu acheter le café dans l'armoire, il faut le verser, il faut mettre de l'eau, il faut mettre le percolateur ou peu importe ce que c'est, et bam, mais vous avez confiance en vous. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est ne pas avoir confiance en soi, c'est juste se focaliser sur une problématique ponctuelle qui, en fin de compte, n'est pas grand-chose par rapport à toutes les choses qu'une personne sait faire. Donc, je te rejoins en disant, ben, le tout, c'est d'avoir, et je reprendrai mon idée de base par rapport à l'hypnose, le tout, c'est d'avoir une focalisation sur j'ai envie d'exprimer ça, j'ai envie de partager mon idée lorsque je parle en public, eh bien, je vais me focaliser sur le plaisir que j'ai à faire passer mon idée et à la partager avec d'autres personnes, plutôt que, ah là là, si je bégaye, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., etc. Question de focalisation. Je pense au problème, je fais de l'hypnose négative, je pense à ce que j'ai envie de partager. Je suis super, super enthousiaste de partager ce que je suis en train de vous raconter pour l'instant. Donc, je ne suis pas en train de me poser la question de savoir si je vais bégayer ou pas bégayer. Je vais probablement bégayer 4 ou 5 fois. Ça n'a aucune importance parce que je m'amuse à partager ça avec vous. Tu vois le truc? Clairement. Et c'est quelque chose que moi, je ressens beaucoup. C'est quand on aime ce qu'on fait, ou quand on est passionné, ou quand on sent vraiment que c'est impactant, ou qu'il y a quelque chose à dire, ben, à un moment donné, le reste a moins d'importance. Alors, c'est un petit peu en désaccord avec ce que je dis, il faut prendre une bonne prise de parole, mais aux personnes vraiment qui sont très, très mal à l'aise avec ça, je leur dis, si vous prenez la parole, c'est qu'il y a du contenu à dire, et à un moment donné, focalisez-vous sur ça. Mais ici, c'est Oui, pareil, focalisez-vous sur le c'est positif, ça. et puis ça y est. C'est ça, on est Ça, c'est d'accord. fait. On Ouais, est je d'accord. pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as des choses encore à ajouter.
Moi, je pense que l'essentiel, c'était ça. Cohérence cardiaque pour se calmer, focalisation sur des choses positives et pouvoir retrouver des moments dans lesquels on est vraiment bien ressourcé et faire la cohérence cardiaque au moment où on démarre. Ça, c'est des bons trucs qui, d'un point de vue dans une approche hypnotique, sont intéressants. Ouais, c'est l'essentiel en tout cas. Voilà. Je te remercie. Maintenant, je vais te laisser 1 ou 2 minutes pour parler de toi. Si tu as envie, si tu peux nous dire où on te trouve, comment on peut prendre rendez-vous avec toi si on a envie, si tu as une actualité un petit peu spéciale pour le moment. Voilà, je te laisse 2 minutes pour toi. D'accord. Donc, si c'est pour aider des fumeurs, moi, je suis tabacologue. Donc, il suffit de taper tabacologue dans la région de Charleroi, de Namur ou le Brabant wallon. Je suis inévitable, malheureusement. Non, je plaisante. Mais oui, je suis assez bien référencé sur Internet. L'autre chose intéressante dans cette idée de partage, c'est qu'avec mon ami le docteur Pascal Sacré, donc, qui est un intensiviste, anesthésiste, on donne des cours de gestion de soi, du stress, avec l'auto-hypnose. Et donc, on donne des cours d'auto-hypnose qui sont des cours destinés à tout public. Et on va commencer en début d'année prochaine des cours d'hypnose pour des professionnels, professionnels de la santé, mais également des professionnels qui trouveraient un intérêt à aller pouvoir échanger avec d'autres. Je vous donne un exemple. Par exemple, jusqu'à présent, dans le domaine médical, on a tendance un petit peu à garder ça comme une chasse gardée et on ne veut pas partager. Or, un enseignant peut avoir un impact énorme sur un enfant s'il maîtrise quelques techniques hypnotiques et qu'il apprend à mieux communiquer et mieux observer ses enfants. Et donc, pour nous, un enseignant, ça pourrait être une excellente personne pour se former à l'hypnose et pouvoir l'utiliser dans son métier. Et donc, nous n'allons pas prendre n'importe qui, et surtout les personnes qu'on va décourager à venir à nos formations, c'est les gens qui veulent devenir hypnothérapeutes. Parce que l'hypnose, c'est une technique qui s'ajoute à un ensemble de connaissances. Pascal Sacré, c'est un intensiviste, un anesthésiste, il connaît l'anesthésie, il sait quoi faire pour sauver la vie d'une personne qui rentre aux soins intensifs. Et après, quand il va s'adresser à cette personne, il va utiliser un langage hypnotique qu'il connaît bien. Mais il est un bon intensiviste, pas parce qu'il connaît l'hypnose, mais parce qu'il connaît son métier, et qu'il est médecin, qu'il est spécialisé et qu'il sait faire ça. En tabacologie, c'est la même chose. Les gens qui vous disent arrêtez de fumer par hypnose, c'est un non-sens parce que l'hypnose n'est qu'un des outils que l'on peut utiliser. Voyez. Et donc, de la même façon, nous, on est prêt à former des gens, les aider à les rendre plus performants dans leur métier, mais uniquement dans la mesure où ça va les aider dans ce sens-là, parce que s'ils veulent devenir hypnothérapeutes, ils savent tout faire et en fait, ils ne savent rien faire du tout. Et en plus de ça, pour gagner leur vie, ils vont devoir demander des montants relativement élevés. Les gens ne vont pas revenir, ça ne fonctionne pas. Et donc, on n'a pas envie de mettre des gens dans des impasses. Par contre, un enseignant qui va enrichir ses connaissances d'enseignant, ses qualités pédagogiques par l'hypnose va pouvoir être très performant. Et donc, si vous voulez nous trouver par rapport à ça, on vient de créer un site qui s'appelle hypnovidance.com. Et donc là, vous pouvez directement rentrer accès avec nous, voir ce qu'il y a comme formation. Des choses intéressantes, si l'hypnose vous intéresse, c'est que Pascal, il adore écrire. Et donc, il y a plein d'articles qui sont souvent, qui arrivent sur le site et qu'on peut lire. Et donc, c'est un scientifique et donc c'est assez rigoureux. Voilà. Notamment, il a écrit un article sur les mythes et les vérités de l'hypnose récemment sur le site. Hypnovidance.com si vous voulez nous trouver. Voilà. Sinon, vous pouvez nous oublier. Pourquoi pas. C'est plus intéressant de suivre vous quand même. Moi, je mettrai tous ces liens-là en dessous de la vidéo, comme ça, si on veut vous trouver, ce sera plus facile. Et merci beaucoup pour ce partage. En tout cas, c'était hyper enrichissant. J'espère que ça vous enrichira. Super, génial. Oui. Vous, ceux qui regardez aussi la vidéo, merci.